Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Katia. Salut Katia. Allô? Bonjour, bienvenue, enchantée de faire ta connaissance. Ben merci, moi aussi. J'aimerais ça commencer un peu avec une présentation brève de qui tu es. Est-ce que tu as un projet à nous présenter? Tu as quel âge? Tu vis dans quel coin? J'ai 22 ans. J'habite présentement à Saint-Jérôme. Mon chapeau de tous les jours dans la vie habituelle, c'est que je suis intervenante. Mais dernièrement, j'ai un peu fait une pause sur ma carrière d'intervenante. Puis présentement, je fais des études en montage mécanique en aérospatial. En bref, je suis dans les avions. Présentement, je fais les moteurs. J'ai également fait des cours en tôlerie de précision qui est également dans les avions. Puis c'est pas mal ça que je fais présentement, je dirais. Tu as fait un gros switch quand même dernièrement. Ouais, ben, je suis tombée en arrêt de travail il y a environ un an. Ben, dans le fond, post-pandémie, là, vraiment, quand que les choses ont commencé à reprendre, moi, je suis tombée, littéralement. Puis ça a duré un an, cet arrêt de travail-là. Puis après 7, 8 mois, j'étais tannée de rien faire. Vraiment, mais j'étais assez consciente de savoir que j'étais pas prête à retourner dans le milieu. Fait que je me suis mis à regarder toutes les opportunités qui pouvaient s'offrir à moi. Puis j'ai décidé que retourner aux études, faire une pause sur ma vie d'intervenante présentement, ben que c'était la meilleure solution qui pouvait s'apporter à moi, puis d'aller faire quelque chose d'autre que j'aime. Puis qu'éventuellement, j'allais y retourner, mais qu'au moins présentement, ben j'allais pouvoir penser à moi, puis seulement moi, sans avoir à... Parce que comment tu veux aider quelqu'un en difficulté quand toi-même, tu vas pas nécessairement bien? Fait que je me suis dit, si je travaille avec des moteurs, ben j'ai personne d'autre. Le moteur, il est pas vivant. C'est mes mains. Puis c'est environ de même comment que ça s'est fait le switch, je te dirais. Là. Tu étais intervenante dans quel milieu? Et j'en ai fait beaucoup. J'ai travaillé pour le ministère de la Sécurité publique, Probation Québec. J'ai fait mes stages finaux dans les centres jeunesse en même temps de travailler en ressources intermédiaires. J'ai fait les maisons des jeunes également quand j'étais plus jeune. Mais quand j'ai lâché le réseau, je suis allée dans les écoles secondaires. En fait, je suis tombée dans le communautaire. Dans le fond, c'était dans les écoles secondaires, mais on n'appartenait pas aux écoles secondaires. C'était vraiment un projet. C'était en prévention de la toxicomanie. Puis, pour vrai, communautaire, c'est un milieu de travail différent de tout. Tu vas pas dans le communautaire pour faire de l'argent, pour quoi que ce soit, parce que disons que les fins de mois sont serrées, on va se le dire. Mais le projet, dans le fond, il s'appelle Projet Cumulus. Puis c'est tellement un beau projet qui aide les jeunes, puis qu'on sont là pour les jeunes. Puis j'ai adoré ça. Mais comme je vous dis, après ça, je suis tombée en arrêt de travail. Puis mon contrat, à moi, finissait en juin cette année. Fait que j'ai pas pu renouveler mon contrat. Puis toi, tu te trouves à avoir fait des études comme technicienne en éducation spécialisée, c'est ça? Ou pas du tout? Non, moi, je suis allée en intervention en délinquance OK, au OK. collège Annecy. Ouais. C'est nouveau, ça, je pense, ces programmes-là. Nous autres, ça a apparu à Drummondville, c'était peut-être 2015 qui ont commencé à donner ce programme-là. Je sais pas exactement à quelle année. Je sais que moi, je connais quelqu'un qui est allé le faire en, je pense, 2014. Mais oui, ils sont quand même récents. Là. On commence à peine à se faire reconnaître les intervenants en délinquance dans les milieux. Nous, on est vraiment plus spécialisés avec la clientèle jeunesse, début adulte. Parce que c'est rare qu'il y ait un monsieur de 60 ans qui va commencer à être dans la délinquance. Fait qu'on est vraiment spécialisé dans les adolescents, dans la loi de la protection de la jeunesse, etc., LGPA aussi, mais on n'est pas vraiment reconnu vu qu'on est nouveau dans le milieu. Fait qu'à la place, ils vont aller choisir plus des éducateurs spécialisés ou des techniciens en travail social à la place de nous. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Je connais
j'envoie quelques intervenants, puis ils me disent qu'il y a des postes d'intervention en délinquance maintenant qui s'ouvrent. Fait que, on croise les doigts qu'on va finir par se faire reconnaître davantage un jour, là. Mais oui, c'est relativement nouveau. Là, ton nouveau projet d'études, ça se trouve à être au cégep aussi ou c'est un autre domaine, là? Moi, je connais pas du tout ça, là. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Non, c'est fou. Plus que j'en parle, plus que je réalise qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde dans la vie qui connaissent ça. Mais en fait, il y a 2 écoles seulement qui offrent des programmes comme ça. Il y a l'ENA, qui est l'École nationale d'aéronautique à Longueuil, si je me trompe pas, que ça, c'est du cégep. Puis il y a l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal, qui est un DEP. Puis moi, c'est lui que j'ai choisi. Longueuil, c'est un peu loin de Saint-Jérôme. Fait que j'ai choisi celui-là de Montréal. Puis la formation est sensiblement la même. Tu as accès à tellement tout une fois que tu finis. Il y a 5 programmes qui s'offrent. Il y a l'atelier de précision qui va être vraiment, tu pars des grosses feuilles de métal pour fabriquer des choses. Il y a l'outillage qui vont vraiment fabriquer à partir des blocs de métaux les composantes des moteurs, par exemple, les engrenages et tout. Tu as les structures, ceux qui assemblent les avions. Là, je dis avion, ça peut être hélicoptère, n'importe quoi qui vole. Il y a câblage, ceux qui font le câblage des avions. Petit fun fact, le câblage d'un avion, ça paraît comme rien, mais ça dépasse la distance, tu mets tout en ligne droite, ça dépasse Montréal à Québec. Là. C'est encore plus loin. C'est à quel point il y a beaucoup de fils dans un avion. Il y a câblage, puis il y a montage mécanique en aérospatial. Puis souvent, le monde il se pitch vers le cégep, quand que dans le fond, ben il y a un DEP qui s'offre à toi, que le plus long, c'est comme 13 mois, je pense. Puis tu rentres directement sur le milieu de travail. La seule différence, c'est que ça te prend plus de temps avant de plus être apprenti. Ça te prend, si je me trompe pas, c'est 4 ans pour quelqu'un qui a un DEP, 2 ans pour quelqu'un qui n'a pas de DEP. Puis c'est vraiment la seule différence qui s'offre. Puis moi, je suis en alternance travail-études. Fait que je suis payée par une compagnie, par une des plus grandes compagnies en aérospatiale pour faire mes études présentement. Fait que, puis c'est à Mirabel. C'est encore mieux. C'est à côté de chez moi. Fait que c'est vraiment parfait. C'est une super de belle opportunité. Puis surtout le fait d'être payé là, pour être aux études, là, ça enlève tellement un gros fardeau. Ah, ça n'a même pas de sens. Ça. Je me rappelle quand je faisais mes études au cégep, j'étudiais à Montréal, j'habitais sur la Rive-Nord, mais j'avais mon appartement à payer. Mais il faut que tu travailles pour faire ça. Ben beau, les prêts et bourses, mais les prêts et bourses, c'est pas suffisant pour te dire que tu peux ne pas travailler puis être au cégep en même temps. Là, c'est temps plein, puis là, j'ai plus besoin de travailler en même temps. Puis tu sais, c'est pas un mauvais salaire, les alternances travail-études. C'est même des très, très bons salaires considérant que tu es aux études. Pour le faire, ça enlève vraiment une grosse charge mentale. Là. Permet de vraiment plus se focaliser dans tes études aussi. Est-ce que tu as accès quand même à des bourses? Est-ce qu'il te de l'aide pour te soutenir dans tes études? Je me suis pas informée si j'avais accès à des bourses parce que moi, je payais 25 de l'heure, 40 heures semaine pour être aux études. Avec ce salaire-là, ça fait environ 52 000 par année. Je ne serais pas éligible pour les prêts et bourses, je ne pense pas. Mais tu sais, justement, ils s'arrangent de nous donner des salaires en conséquence du prix de la vie puis qu'on puisse subvenir à nos besoins quand même. C'est pas comme si j'étais au salaire minimum. Un programme, c'est ça ce qui te permet de faire cette formation-là. Là. C'est un programme que tu bénéficies qui te donne un salaire en même temps que tu es aux études. C'est ça, je comprends. Oui, exactement. Qui des grosses entrevues puis tout d'embauche. Puis finalement, à la fin de ton programme, ben, il te manque juste le petit test à faire. Puis tu es déjà employé là-bas. Là. Fait que toi, Katia, comment ça a commencé ton histoire avec la DPJ? C'est toute une histoire. Je vais essayer de rendre ça simple. Parce que souvent, il faut quasiment que je fasse un schéma pour expliquer comment que tout a commencé. Mais je vais commencer avec vraiment qu'est-ce qui a marqué, parce que si je pars de tout, là, oublie ça, ça va être beaucoup trop compliqué. Quand j'avais 15 ans environ, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes parents sont séparés, puis les deux avaient refait leur vie avec... Dans le fond, ils n'ont jamais vraiment été ensemble.
Puis les deux avaient refait leur vie avec quelqu'un d'autre. Mon père est marié avec une femme, il a 2 enfants. Puis ma mère est en couple avec un homme. Puis ils ont 2 enfants également, chacun de leur part. Du côté de mon père, c'était jamais beau, disons. J'étais l'enfant de trop. J'étais pas l'enfant de l'union. Fait que j'avais énormément de problèmes avec ma belle-mère. Tu sais, je peux monter à plus loin que je me rappelle d'avoir 4 ans, puis de me faire chicaner par ma belle-mère en me disant que j'étais la fille de ma mère. Fait qu'elle s'en foutait un peu, disons ça comme ça. J'aimais vraiment, vraiment le mouton noir de ma famille, du bord de mon père. Après ça, du bord de ma mère, mes parents consommaient énormément beaucoup. Mon père dit qu'il n'est pas alcoolique. Mon père est alcoolique. Puis là, si jamais ils entendent ce podcast-là, ça se peut que ça fasse du trouble, mais je suis ici pour vrai pour dire être 100% transparente. Fait que je veux dire, mon père avait un gros problème d'alcool, mais il refusait de se l'admettre. Puis ma mère et mon beau-père, de leur bord, eux, il y avait des gros problèmes de consommation générale. C'était quoi pour lui le critère pour être alcoolique à sa perception? Lui, il n'y avait pas. Ben, c'est une très bonne question. Je pense que c'était vraiment, je bois juste parce que je bois. Tu sais, le fameux critère de je suis capable d'arrêter si je veux. Fait que je suis pas alcoolique. Mais si je finis une caisse de 24 en une soirée, c'est juste parce que ça me tente puis c'est le fun. Il n'y a pas de juste milieu. Je pense vraiment que c'est ça. Je pense que j'étais trop jeune pour nécessairement plus porter attention à ça. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, si j'y parle, il va refuser d'avouer qu'il y a un problème d'alcool. Puis ma sœur, qui est rendue adulte aujourd'hui, m'en a parlé justement dernièrement. Fait je pense vraiment que c'est comme beaucoup trop de personnes de je suis capable de pas boire un soir, fait que je suis pas alcoolique. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement la quantité que tu bois ou la fréquence à laquelle tu bois, c'est tout ce qui entoure ta consommation. Fait que c'est à peu près ça pour mon père. OK. Parce que, tu sais, moi, personnellement, mon père a le même genre de réflexe, là. Mais, tu sais, mon père, c'est comme quelqu'un qui consomme un petit peu à tous les jours. À peu près 2 bières, pratiquement à tous les jours, tu sais. Puis c'est une autre forme d'alcoolisme. Puis, tu sais, même, j'écoute un podcast qui parle de neurobiologie. Puis, dans le fond, lui, il disait que juste 2 bières par jour, c'est suffisant pour modifier comment ton cerveau fonctionne, diminuer tes inhibitions, puis donner des gros problèmes dans ta dynamique familiale. Ouais, ça m'avait vraiment surpris quand il a dit que 2 bières, c'était suffisant, même si tu te sentais pas intoxiqué par l'alcool, c'était suffisant pour engendrer des réactions de colère, de violence. Oui, totalement. Parce que, dans le fond, c'est que tu deviens un consommateur régulier. Le fait de consommer à chaque jour l'alcool, qui est une drogue, mais artificielle. C'est souvent le monde sont comme l'alcool, c'est pas de la drogue. Oui, l'alcool, c'est de la drogue, c'est un perturbateur, puis ça vient copier justement les drogues que notre cerveau peut déjà faire. Je te résume ça vraiment très, très basique, mais c'est environ ça. Fait que si tu habitues ton corps à chaque jour à remplacer une partie de tes drogues, remplacer, c'est un gros mot, là, mais tu sais, que ta consommation va venir prendre la place de ce que ton cerveau fait déjà par lui-même à la base, ben c'est là que ça va devenir problématique à la longue, que ça va apporter des problèmes. Puis beaucoup trop de personnes, mes grands-parents sont comme ça aussi, ils boivent à chaque soir comme une bouteille de vin à deux bouteilles de vin là, à deux environ. Puis ils refusent catégoriquement de croire qu'ils ont un problème d'alcool parce que c'est pas beaucoup. Mais c'est pas parce que c'est pas beaucoup que ça vient pas influencer les sphères dans ta vie, hein. Vraiment pas. Fait que, ouais, c'est pas assez compris par beaucoup de personnes, ça. Mais il y a aussi, au niveau social, on fait beaucoup de promotion de l'alcool, tu sais, que ça soit quand tu te fais inviter à manger quelque part, c'est bien vu d'emmener une bouteille de vin, exemple, en échange, des choses comme ça, tu sais, donc c'est
Alors qu'on sait très bien au niveau de la santé publique que l'alcool est une des drogues les plus dommageables individuellement au niveau physionomique, biologique, neuronal et tout, mais au niveau social aussi, là, par toutes les violences que ça peut engendrer. Donc, c'est à se poser des sérieuses questions, effectivement. Toi, ça a eu des impacts, donc, dans ta vie. Oui, quand même beaucoup. Ça a encore des impacts. Veux pas, parce qu'une personne qui consomme, tu sais, se rend pas nécessairement compte du mal que ça fait aux personnes en entour d'eux. Fait que, ouais. C'est souvent ce qui se passe avec les drogues socialement acceptables par la société. Je me sens de guillemets, mais vu que c'est légal, c'est acceptable. Mais c'est ça. Il y a juste un milieu à aller chercher, puis il manque un peu d'informations pour les gens sur ce sujet-là. Là. Mais bon. Puis, tu sais, en quelque part aussi, moi, j'ai déjà eu un problème d'alcool. Tu sais, là, j'ai complètement ça, j'ai tout arrêté. Mais le fait que j'étais plus capable de m'arrêter à 2 bières, ça aussi, c'est un autre problème. Tu sais, tu bois une fois dans ta semaine, mais c'est jusqu'à temps que tu sois dans ton lit, assommé, puis etc. Là, ça et tout, c'est encore une autre forme d'alcoolisme. On appelle ça, je pense, Mm-hmm. d'être plus comme ivrogne, mais hey, nous autres, c'était la norme dans mon temps, là, quand j'étais jeune adulte. Quand j'étais début vingtaine, là, on passait nos vendredis à déambuler dans les rues jusqu'à 3-4 heures le matin, sous raide, fini, là. Dans le fond, c'est le type de consommateur, de la surconsommation. Puis ça, comme tu dis, ça vient beaucoup chercher les jeunes. Tu commences à boire, puis là, à chaque fin de semaine, tu vas te saouler au point de blackout, puis d'être malade, puis de te rappeler de rien le lendemain, puis c'est récurrent à chaque semaine. Mais c'est une problématique aussi, là. Puis quand tu bois comme ça la fin de semaine, ben éventuellement, tu sais, ça va, ben, dimanche, ben, yeah, on va prendre un petit verre tranquille, là. C'est le même. Tu sais, tout commence. Il y a personne qui se lève un matin et qui se dit moi, aujourd'hui, je vais boire ma première bière, je deviens alcoolique et je gâche ma vie. Tu sais, il y a personne dans la vie qui fait ça. Fait que dans ton milieu, dans le fond, dans ta famille, il y avait présence d'alcool, puis c'était difficile pour toi, j'imagine, de vivre tout ça au quotidien, là. Je pense qu'il y a personne dans ma famille qui n'a pas un problème d'alcool ou de consommation de substances autres. Puis, à part moi, qui, comme, est plus dans ce... Ben, là, si j'oublie les enfants, on va se le dire. Mais je pense qu'ils ont toutes de la misère à voir. Puis ça a apporté beaucoup de problèmes. Tu sais, comme je disais, justement, quand la DPJ, puis tout est arrivé dans ma vie pas longtemps avant, parce que c'était de ça qu'on parlait. Du côté de ma mère, ma mère et mon beau-père, ils ont eu 2 autres enfants. Et puis, très, très grosse consommation de drogue et d'alcool. Mais majoritairement de la drogue. Puis là, quand je parle de drogue, c'est moi, ce que j'étais capable de voir je pense que j'avais 15 ans à ce moment-là, c'est de la speed, de l'ecstasy, du moche, de l'alcool, puis du weed. Tu sais, à chaque jour. Mais au-delà de ça, je sais aujourd'hui en tant qu'adulte qu'il y avait d'autres choses. Mais à 15 ans, là, tu sais, j'ai travaillé dans ce milieu-là, je connais un peu plus, mais à ce moment-là, je le voyais pas, ça, moi. Puis c'était normal dans ma tête, puis c'était la norme. Puis finalement, le père de mes frères, il est rentré en désintox. Désintox fermé pendant 6 mois. Puis pas longtemps après, là, je te dirais une semaine, j'ai voulu aller coucher chez mon copain de l'époque. À l'âge que j'avais, ma mère a voulu appeler son père. Finalement, 3 jours plus tard, elle sortait avec son père, le père de mon chum. Après ça, Noël est arrivé. Une semaine peut-être après ce moment-là. Puis, ben, ma mère a laissé mon beau-père, le père de mes frères, à Noël, en désintox, par l'entremise de nous. Tu sais, elle n'est pas venue. Ça a passé par moi, par mon grand-père qui nous accompagnait pour aller là-bas. Fait qu'elle l'a laissé comme ça.
joyeux Noël, bon rétablissement, prends soin de toi. Puis quelques jours après, j'y vais à peut-être une semaine. Puis là, pour elle, les délais sont courts, mais c'est vrai. Une semaine après, elle déménageait chez lui. Fait que là, je me ramassais à habiter avec mon chum, son père, mes 2 petits frères qui avaient 5 ans peut-être à ce moment-là, puis le frère de mon chum de l'époque, qui était mon meilleur ami également. Là, rajoute à ça, j'avais une amie qui ne s'allait pas bien dans sa famille, qui était tout le temps chez nous, puis eux, il y avait un ami dans leur famille qui était pas bien, qui habitait toujours chez nous. On était une méchante gang dans un 4,5. Okay, ça, je peux te le garantir. Mais tu sais, tout ça s'est passé en l'espace de 2 semaines environ. Là. Puis à partir de là, à partir de ce Noël-là, ça l'a tout a lâché. Ma mère s'est mise à vivre de la violence conjugale, qu'on était, tu sais, on était vraiment beaucoup témoins. Nous aussi, lui, il s'est mis à nous violenter également. Beaucoup plus ses gars que moi, par exemple, parce que moi, ben, il se vengeait sur ma mère au lieu de moi. Ma mère a fait on l'a empêché de faire une tentative de suicide, justement, dans ces moments-là. Puis finalement, un jour, là, je suis rendue en février, début février. Fait qu'on n'est pas même plus longtemps après que ce soit mis à sortir ensemble. On est revenu de l'école, puis ils nous ont pris à part, nos parents, puis ils nous ont dit, en fin de semaine, c'était un vendredi, ils nous ont dit, en fin de semaine, vous allez chez vos autres parents pour passer la fin de semaine, mais vous n'allez pas revenir parce que nous, on part en vacances pendant une semaine à Cuba. Fait que, OK, février, examen, on est en secondaire 4. OK, fait que là, on s'en va chez nos autres parents. Et puis on n'est jamais revenu. On n'est jamais retourné. Ils ont fraudé leur compagnie. Ils se sont sauvés à Cuba. Il y a eu des mandats d'arrestation contre eux. J'ai pas revu ma mère avant 6 mois. 6 mois sans qu'aucune personne de notre famille avait un signe de vie quelconque. Moi, je me suis ramassée chez mon père. Et puis, là, c'était vraiment l'enfer parce que j'étais pas supposée être là. Mon père me voulait là-bas, mais ma belle-mère me voulait pas là-bas. Clairement pas. Elle me répétait souvent qu'elle m'aimait pas parce qu'elle n'aimait pas ma mère. Beaucoup de violence psychologique. Tu sais, rien n'était jamais correct. C'était beaucoup de violence psychologique, de négligence. Énormément. Tu sais, je dormais sur un matelas pour bébé, sur le béton dans le sous-sol, avec des murs de fils, de câblage et tout, à côté d'une fournaise, avec la chambre froide également là. C'est pas vraiment une chambre. Puis pendant que moi, je dormais là, ben, fallait que j'aide mon père à peinturer les murs de la chambre à ma soeur, puis à monter son nouveau lit, parce que son ancien lit, ben, c'est ça. Je portais les mêmes vêtements depuis que j'étais tout petite. Bref, beaucoup de négligence, j'ai méthode de correction, mais Coercitive. Ouais. Bref, c'était un peu l'enfer. Puis ma mère, pendant ce temps-là, ben, elle faisait des va-et-vient. Elle faisait coucou, je suis de retour. Elle nous envoyait un Gmail pour nous dire qu'elle était là. Mais à chaque fois qu'elle nous disait qu'elle revenait, ça, c'était des périodes de 6 mois à 1 an et demi, 2 ans environ. C'était toujours parce qu'il y avait quelque chose de pire qui arrivait. La dernière fois, ça a été... On a reçu Gmail. Là, je pense qu'ils ont plus ça, mais Gmail, avant, tu pouvais écrire comme un message privé, un peu comme sur Messenger. Puis ma mère, elle nous avait écrit un jour, venez me chercher, je suis à telle adresse, puis elle a appelé la police, il va me tuer. Puis finalement, son chum, il habitait genre dans une petite maison dans le fond du bois. Puis son chum, il avait préparé une table avec ses couteaux de boucher, puis des bâches, puis de plastique à terre pour le protéger, puis son sac de sport et tout. Puis il avait traîné ma mère de dehors par les cheveux jusqu'à dans le sous-sol. Puis elle avait fini par réussir à le droguer. Puis elle avait caché des bouts de téléphone un peu partout en cas d'urgence. Puis c'était comme ça qu'elle nous avait contactés. Fait qu'on a pu se pointer, aller la chercher. Elle était maganée, on ne se le cachera pas, mais au moins elle était en vie. Puis finalement, ben, elle retournait avec lui.
violence conjugale. Puis un jour, je me rappelle plus exactement c'est quoi l'élément déclencheur qui s'est passé chez mon père, mais c'était juste rendu trop. Puis j'ai une enseignante qui a passé un commentaire. Puis moi, dans la vie, je me suis pas laissée écraser par son commentaire, que je me rappelle plus c'est quoi. Finalement, suite à ça, la TES de mon école est venue me rencontrer. Puis on a parlé, puis on a parlé, puis on a parlé. On a parlé pendant comme 2 périodes. Puis à la fin, elle m'a regardé, puis elle a fait « Puis t'es encore en vie. » Puis moi, je suis partie à rire. J'étais comme « Ben oui, tu sais, c'est la vie. » Puis elle était comme « Non, c'est pas la vie. » Puis là, elle m'a comme aidé à réaliser que le monde dans lequel que je vivais, ben c'était pas normal. C'était vraiment pas normal de vivre comme ça. Surtout pas à l'âge que j'avais. Tu sais, ça a commencé beaucoup plus jeune. Là. J'y vais vraiment plus vers la fin de mon secondaire. Mais ça a commencé jeune. Finalement, à la fin de cette rencontre-là, j'ai décidé que moi-même, j'allais contacter la DPJ avec mon intervenante. Fait que, on a pris le téléphone, puis on a fait un signalement à la DPJ, moi puis elle. Puis il a été retenu automatiquement. Puis c'est environ comme ça que la DPJ est rentrée dans ma vie. As-tu été placé rapidement dans un milieu? Vu mon âge, dans le fond, les critères de code 1, code 2, code 3, il y a certains facteurs qui font en sorte que tu ne seras pas priorité numéro 1, exemple. À l'âge que j'avais, c'était impossible que je sois priorité numéro 1. Ou presque. Fait que ça a pris un certain moment avant que j'aie ma première rencontre avec l'évaluation orientation. Je me rappelle plus exactement. Je pense que ça a pris 2 semaines environ. Finalement, ils se sont pointés à l'école pour venir me voir. Et on a parlé vraiment, vraiment longtemps. Et puis, je suis plus jamais retournée. Je suis pas revenue chez moi. Moi, je partais pour ma journée à l'école, puis je suis plus revenue. Ils sont allés me voir, moi. Ils sont allés rencontrer ma soeur à son école. Ils sont allés rencontrer mon frère à son école. Puis, ils ont contacté mes grands-parents maternels. Fait que je suis allée en placement d'urgence 48 heures chez mes grands-parents. Puis, je ne suis plus jamais retournée chez mon père à partir de ce jour-là. Comment ça s'est passé quand tu es arrivée chez tes grands-parents? Ben, ma grand-mère est venue me chercher à l'école. Parce qu'on s'entend qu'elle n'habitait pas dans la même ville que l'école était. Je ne pouvais pas me rendre chez eux à pied. Elle est venue me chercher à l'école. Puis finalement, mon intervenante EO, d'évaluation, orientation, justement, elle a organisé une rencontre avec mon père, ma belle-mère, elle, puis moi, pour expliquer un peu la situation et tout. On s'est rendu au bureau du centre jeunesse des Laurentides. Puis on a eu une conversation qui a duré jusqu'à 11h30 le soir, où que mon père et ma belle-mère m'envoyaient chier quasiment, littéralement, devant mon intervenante. Puis il disait que tout ce que j'avais dit, c'était pas vrai, puis que c'était dans ma tête, puis que je fabulais, puis là, il s'obstinait avec moi. Puis là, mon père, je me rappelle, il essayait de faire des signes d'être imposant. Ouais, d'intimidation devant moi, comme si j'allais flancher pour faire comme « Oui, papa, c'est pas vrai. » J'avais mon intervenante avec moi qui est une intervenante, c'est une perle, pour vrai, cette fille-là, mais qui essayait de m'intimider pour que je change mon discours. J'avais ma belle-mère qui faisait totalement son hypocrite. Là, soudainement, elle m'aimait plus que tout au monde. J'étais comme une fille pour elle. Puis tu sais, aujourd'hui que je suis dans le milieu, ça arrive tellement souvent, les parents qui font ça, puis qui pensent qu'on ne le voit pas, que c'est pas vrai. Ça n'a même pas de sens. Finalement, ça a duré, comme je dis, jusqu'à comme 11h, 11h30. J'ai passé ma fin de semaine chez ma grand-mère. Finalement, mon intervenante est revenue me voir le dimanche soir. Elle a décidé de prolonger le placement d'urgence pour 30 jours. J'ai passé 30 jours chez ma grand-mère.
pendant ces 30 jours-là, on a appris que ma grand-mère avait le cancer. Ben, elle avait 2 cancers différents. Fait que là, il y avait comme la DPJ, puis il y avait le cancer qui arrivait en même temps. Il fallait un peu patiner. Puis pendant ce mois-là également, ben là, ma mère a refait surface une fois de plus. Finalement, je suis restée chez ma grand-mère. Je me rappelle pas exactement combien de temps, mais dans le fond, je, je finissais mon secondaire 5 quand je suis arrivée chez ma grand-mère, puis après ça, moi, j'étais allée au cégep. Fait que j'ai vraiment pas été tant longtemps que ça. Tu sais, je me contente quand même chanceuse de ne pas avoir été placée pendant des années et des années et des années. Je pense que mon âge a vraiment changé beaucoup là-dedans. Parce que 17 ans, tu es quand même apte de vivre par toi-même. Puis j'ai eu des intervenants que justement, ils me faisaient confiance. En même temps, tu disais ça fait longtemps que ça allait pas bien dans ma famille, puis tout. Est-ce que tu aurais aimé ça, qu'on intervienne plus tôt? Comment tu aurais Et voulu que ça se passe dans un monde idéal? j'aurais voulu qu'on intervienne plus tôt. J'ai essayé plus jeune d'aller chercher de l'aide des adultes autour de moi à l'école. J'étais allée rencontrer j'ai fait des demandes pour aller voir des psychologues, des psychiatres, des intervenants à l'école. Puis chacun d'entre eux me disait que j'avais pas besoin d'aide. Chaque adulte, au moment où j'allais pas bien quand j'étais plus jeune, me disait que mes problèmes étaient soit trop gros pour qu'ils veulent s'en occuper ou pas assez gros pour qu'ils veulent s'en occuper. Que, ben, quand je dis pas assez gros, il me faisait croire que j'étais un peu folle. Là. Dans le fond, là, c'est un enfant qui parle, là. Allons-y. Ou d'autres que justement, mes parents étaient trop gros puis ils étaient comme non, non, moi je m'occupe pas de toi. Ça rentre pas Fait dans ma petite boîte. Ouais, c'est ça. C'est C'est quasiment pas ça. dans mon mandat, c'est pas dans ma boîte. Mais tu sais, est-ce que tu allais bien à l'école? Hein? Parce que tu dis que tu étais rendu au cégep. Donc, je suppose que si tu fonctionnais bien à l'école, tu devais pas déranger au niveau des comportements. Fait que t'es comme un peu passé sous le radar ou pas tout à fait? Oui puis non. J'ai toujours eu une facilité à l'école. Ok? J'ai jamais ouvert un livre puis j'avais des 100% dans mes bulletins quasiment. Mais par exemple, j'étais dérangeante. Puis pas à peu près. Mais vu que j'avais des bonnes notes, ben je passais comme dans les failles du système un peu. Puis, tu sais, en secondaire 5, quand j'ai quitté ma 4e école secondaire, toutes mes profs m'ont dit, Katia, t'es mon élève préféré à vie à l'extérieur des cours. Pas dans le cours. Dans le cours, t'es la pire que j'ai jamais eue de ma vie. Tu sais, je repense à comment j'étais au secondaire, puis comme, mon Dieu, que je leur en ai fait vivre des choses à ces profs-là. Mais j'avais aucun problème académique. Fait que j'étais pas problématique. C'était juste mon comportement. Fait que dans ce temps-là, on était comme, ben, Katia, va dépenser ton énergie dehors. Fait que j'ai vraiment comme passé dans les mailles du système un peu à ce niveau-là. Là. Le problème de comportement que tu disais, c'était-tu que tu faisais ton clown dans la classe? C'était consommation de drogue à l'école. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, mon ami est arrivé avec 12 muffins aux potes. Puis moi puis mon ami, on les a mangés à 2 avant un examen de maths. C'était nos genres de journées qu'on avait à l'école. On faisait des conneries, des défis stupides, tout pour chercher l'attention, je pense, inconsciemment. Tu sais, de la bonne ou de la mauvaise, tant que j'ai de l'attention, j'ai de l'attention. Fait que c'était autant de faire le clown que de déranger les autres, que de faire des conneries, la consommation d'alcool, tester les limites, répondre très beaucoup, tu sais, la confrontation avec les profs et tout. Mais j'ai toujours su comment, je sais pas, comment pas me mettre dans le trouble avec ces choses-là. Comment charmer? Ouais, je peux-tu dire ça comme ça? Je pense que c'est un peu plus que charmer, c'est. Je sais, tu sais, quand j'étais plus jeune, je testais la limite jusqu'à je savais que, OK, ça c'était la limite. Hein.
Puis je peux faire chier comme ça me tente, mais à cette limite-là, c'est fini. Fait que j'étais toujours au rebord de la limite dans la vie, puis j'ai toujours su parler. Tu sais, quand les profs venaient me rencontrer pour mes problèmes ou des intervenants, puis tout, j'étais jeune, puis j'avais déjà toute la manipulation que je vivais de ma famille, que j'étais comme, ben, je peux faire la même chose avec mes intervenants, puis ça passait dans le beurre. J'en suis pas nécessairement fière aujourd'hui. Je dis plus que je fais ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Là. C'était, je vais copier ce que le monde fait avec moi. Moi, je fais ça à l'école. Je passe dans le bar, je fais ce que je veux quand que je veux. Il n'y a personne qui a d'autorité sur moi. Puis c'était vraiment ça. Tu reproduis un peu le même mode de survie auquel tu es baigné dedans, là. En fait, c'est ça que tu expliques aussi. C'est ça que tu as connu. Fait que c'est un peu ça que tu as décidé de reproduire à certains niveaux, là, évidemment. On ne dit pas que tu as tout reproduit. Et oui, puis, mais tu sais, il y en a beaucoup. Il y a une grosse partie de ça qui est inconscient à ce moment-là. Tu sais, tu t'en rends pas compte là, que tu agis comme tes parents. Mais tu sais, je rappelle qu'à ce moment-là, je voyais pas nécessairement les problèmes au niveau de la famille à ma mère. Tu sais, il y en avait, mais pas assez pour. Je les voyais pas assez pour dire, hey, OK, non, c'est fucking pas normal, faut que tu te sauves de là. Fait que, à ce moment-là, je me rappelle que je disais toujours, je vis dans une famille de menteurs, fait que c'est normal pour moi de mentir. C'est pas normal. C'est pas normal de manipuler le monde et tout, mais pour moi, c'était une norme à ce niveau-là. Puis c'est toutes les conneries que j'ai faites au secondaire, toute la consommation et tout, mes parents l'ont jamais su. Jamais su. Moi, j'étais le petit enfant que, ben, on s'en fout, qui dérange pas, qui fait pas de bruit, puis tout. Mais dans le fond, dès que je sortais de la maison, tu oublies ça, là, c'était, j'étais la mauvaise influence. Mon père m'a changé d'école parce qu'il pensait que mon ami, une de mes amies à ce moment-là, c'était une mauvaise influence. Puis non, c'était moi la mauvaise influence, là. J'ai rechangé d'école, je suis devenue une mauvaise influence pour d'autres personnes. Mais là, j'ai eu de l'aide en secondaire 5, fait que ça a comme changé. Mais mes parents n'ont jamais su. Jamais. Puis quand tu es arrivé chez tes grands-parents, est-ce que tu as dû arrêter de consommer ou tu as été encore capable de reproduire les mêmes patterns ou est-ce que tu cachais ta consommation? J'ai arrêté de consommer quotidiennement. Je consommais plus à l'école, admettons. J'allais consommer avec des amis la fin de semaine ou des choses comme ça, mais le besoin n'était pas là. Clairement que j'utilisais la consommation pour m'évader d'une réalité, de la réalité que je vivais. Aujourd'hui que je me vois où j'étais à l'époque, ben j'utilisais clairement la consommation comme moyen de sublimation. Parce que dès que je suis arrivée chez mes grands-parents, ben là, c'était juste rendu pour le fun avec mes amis dans des parties ou des choses comme ça. C'était plus, je dois me claquer deux trolls de genre 14 plombs avant d'aller à l'école. Il n'y avait plus de ça. Puis ça a été facile. Puis finalement, j'ai pris la décision quelques années plus tard de vraiment arrêter la consommation de drogue en général. Mais ça a été facile. Ça s'est vraiment fait comme si de rien n'était. Puis l'adaptation, le climat qu'il y avait chez tes grands-parents, ça ressemblait à quoi? C'était. J'adore mes grands-parents. Tu sais, ils ont tout fait pour que je sois le mieux possible. Mais comme je disais, ma grand-mère a eu le cancer au même moment, puis sa sœur est venue habiter avec nous pour l'aider. Puis ça a été vraiment une période difficile parce que là, j'avais plus contact avec aucun de mes parents. Là, j'avais la DPJ maintenant qui était dans ma vie. Il fallait que je finisse mon secondaire 5. Ma grand-mère avait le cancer. Ma mère était disparue. Toute la famille à mon père s'amusait à m'envoyer chier ses réseaux sociaux parce que c'était de ma faute si la DPJ était rentrée dans la famille. Puis j'avais brisé la vie de mon père et tout. Puis pendant ce temps-là, ben moi, j'avais pas le droit de dire quoi que ce soit sur comment moi je me sentais, ce que moi je vivais ou quoi que ce soit, parce que ben les problèmes à ma grand-mère, ils étaient pires que les miens. C'était ouais, mais ta grand-mère elle a le cancer, fait que ferme ta gueule.
Puis c'était vraiment ça. À un moment donné, je me rappelle, je suis revenue avec... je prenais des petits Seroquel. C'est comme ben du monde. Je prenais des Seroquel pour réussir à dormir le soir. Puis j'étais arrêtée, puis j'avais dit à ma grand-mère, hey, j'ai plus de Seroquel. Je pense que j'ai fini ce soir ou demain. Faudrait arrêter au Jean Coutu et en acheter. Puis là, sa sœur a pris mon pot de pilule, puis elle s'est mise à me faire un speech me disant que moi, dans la vie, j'avais pas besoin de prendre des pilules, que c'était dans ma tête, que mes problèmes, c'était rien comparé à ceux de ma grand-mère, puis je devrais arrêter d'y parler de ce qui se passe dans ma vie, puis des procès qui s'en viennent au tribunal et tout, parce que c'est cancer, c'était pire que moi. Puis comme, tu sais, j'ai jamais mis le fait que le cancer, c'est quelque chose de grave. Mais tu peux pas comparer une pomme et une banane, là. C'est deux choses totalement différentes, là. Mais non, ça... L'impression que ça me donne, c'est comme si ta tante, tu sais, veut pas, c'était elle, j'imagine, qui faisait bien des tâches en la maison. Fait qu'elle, c'était sa manière de se déresponsabiliser. Elle faisait pas de tâches. Elle était juste OK? là pour support moral à ma grand-mère. Puis peut-être l'aider à faire des soupers puis tout. Je pense que ma grand-mère avait même pas commencé la chimio encore à ce moment-là, là, quand elle est venue. Là. OK. Elle était vraiment juste là pour ma grand-mère et pour briser le moral de moi puis mon grand-père. Oui, mais c'est ça, elle était juste là pour être chiante puis envahissante, là. Ça n'a pas de sens, là. Moi, pour vrai, là, qu'elle te dise ça, là, que t'as pas besoin de pelule parce que c'est rien que dans ta tête, là. Ah, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Elle dormait dans ma chambre, en plus. Tu sais, j'essayais de me coucher le soir, puis là, elle rentrait, tu sais. Moi, je dors, j'ai de l'école de lendemain, et elle, pas grave. Elle rentre dans la chambre, ouvre la lumière, béding, badang, béding, badang. Puis là, je la regarde, puis elle est comme, tu parles d'une heure pour coucher et tout. Puis je suis comme, ben, il est 10 heures, là. Puis là, elle bardassait tout. Puis là, le matin, mon cadran sonnait, tu sais. Puis là, je mangeais de la merde parce que mon cadran sonnait. Puis j'étais comme, ben voyons donc, faut que je me lève pour aller à l'école. Faut que mon cadran il sonne. Je suis un adolescente. Clairement qu'il va sonner plus que juste 30 secondes, mon cadran, là. Il va dormir chez vous, si bol. Mais sur le côté de la médaille, je sais que ça a vraiment fait du bien à ma grand-mère d'avoir sa soeur avec elle. À ce moment-là, mais tu sais, il n'y a pas de tact puis pas de tact dans la vie, là. Puis c'est vraiment, tu sais, c'était... Ma soeur, c'est la seule chose qui compte. Puis moi qui vivais tout ça à côté, c'était pas grave, ça. C'est des détails. Tu passes en cours demain? Pas grave, ça. Va faire telle affaire, là. Mais ça me fait penser à, tu sais, je sais pas si tu as côtoyé, ben j'imagine que oui, là, du monde qui ont la positivité toxique, que faut que tu vois absolument, là, tout est beau, tout est rose avec des affaires de licorne, là, puis parle-moi pas de tes affaires négatives, tu me contamines, puis ça me fait penser à ce minding-là, puis hey, écoute, j'en ai connu du monde de même, ben même j'en ai eu dans ma famille, moi aussi, là, puis quand tu es la noirceur même incarnée, on dirait que ça vient confronter, puis ça y rend encore plus chiant. Vraiment, vraiment, c'est fou. Il y en a trop. Moi aussi, j'en connais trop en entour de moi. Mais là, j'ai vraiment fait du ménage dans ma vie, là. Fait que ce monde-là, ciao. Mais je les ai eus pendant trop longtemps, là, je te dirais. Ça t'emmène une culpabilité aussi de, ben, j'ai-tu le droit de mal filer? Est-ce que mes émotions sont légitimes? Tu sais, moi, je t'ai rendu à une place, à une étape que j'y connaissais plus mes émotions, là. Moi, c'est soit que j'étais fâchée ou que j'avais de l'énergie comme si j'avais fait 15 lignes de poudre mélangées avec d'acide, là. C'était vraiment les deux mondes à part, puis j'avais rien. J'avais rien entre les deux. Tu me demandais comment ça va. Moi, tout était une joke. Tout était une joke, tout était drôle. C'était de la décontamination par l'humour. Tu me demandais comment ça allait. Donne-moi ton émotion. J'en connais pas d'émotion. Puis il a vraiment fallu qu'on programme quasiment mon cerveau pour que je réapprenne à avoir des émotions. Puis encore aujourd'hui, ça a des répercussions, là. Ça se fait pas en 2 jours. Mais je me suis tellement fait taper sa tête en me disant que j'avais pas le droit d'avoir des problèmes, que toute la terre était plus importante que ben, mes petits problèmes à moi, que aujourd'hui, je veux pas ça. Il y a du travail qui se fait, mais ça a encore beaucoup de répercussions dans ma vie d'adulte, là. Mais je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, puis le temps que tu étais chez tes grands-parents, est-ce que tu avais toujours le contact avec tes intervenants sociaux? Au moins, t'avais-tu des gens autour de toi, des amis, de la famille plus éloignée à qui te confier?
De la famille éloignée, comme je disais, la famille de mon père, c'était renié, là. C'était fini, là. C'était ça. Puis du bord de ma mère, j'étais très proche de mon beau-père puis de mes deux petits frères. Lui était sorti de désintox. C'est le meilleur papa du monde aujourd'hui pour mes frères. Ça n'a même pas de sens. Mais j'avais lui. Mais le restant de la famille, c'était beaucoup hypocrite, je te dirais. Des on t'aime, tu nous manques, si ça. Mais c'est des belles paroles en l'air. Puis dans le fond, t'es jamais invité à aucun événement. Il y en a jamais aucun qui vient prendre de tes nouvelles. Il y en a jamais aucun qui t'écrit. Ils font des soupers de famille, t'es pas invité. Ils organisent Noël, ben tu vas le savoir un mois après tout le monde. Ça, c'est quand ils pensent à t'inviter, mais ils vont me dire qu'ils t'aiment puis qu'ils s'en est pas, puis blablabla. Puis ils sont encore comme ça aujourd'hui. Mes amis, ils habitaient loin, j'avais pas mon permis. J'ai fini par quand même me débrouiller, mais mes intervenants, j'avais mon intervenante du secondaire. C'est la personne qui a eu la meilleure influence dans ma vie. C'est à cause d'elle que j'ai décidé de devenir intervenante. Pay it forward, donner au suivant. Je suis encore en contact avec elle aujourd'hui. Elle, je l'ai gardée très, 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 très proche de moi jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à mes 18 ans. Puis j'avais mon intervenante d'évaluation orientation qui a fait plus que son mandat pour moi également, qui est allée passer l'évaluation. Elle m'a gardé dans ses jeunes post-évaluation, même après la cour, puis tout. Elle m'a vraiment gardé jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'approchais 18 ans. Là, fait qu'on était comme, OK, c'est rendu short. Fait que là, on m'a pitché un autre intervenant. Je pense que j'ai fait 3-4 intervenants dans les 2 derniers mois avant ma majorité. Mais eux, ils ont toujours été là pour moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui a des intervenants comme ça. Mais moi, j'ai eu des perles d'intervenantes, ces 2 filles-là. Là. Puis l'intervenante qui était avec toi au secondaire, c'est quoi qui faisait qu'elle avait un impact aussi significatif pour toi? Je pense que ça a été la première personne qui m'a écoutée. La première personne dans ma vie qui a pris le temps de s'asseoir, puis de m'écouter, puis de valider mes émotions. Puis non seulement elle a pris le temps de m'écouter, mais est allée over son pouvoir qu'elle avait en tant que TES à l'école. Pour moi, j'avais des mesures spéciales pour moi, puis tu sais, j'avais de la difficulté à communiquer. Comme je disais, je connaissais pas mes émotions. Elle a tout fait pour trouver comment que je pourrais réussir à communiquer. On s'est trouvé des moyens. Elle passait, elle venait me chercher en classe, on se parlait, on jasait. Puis c'était pas juste de l'intervention, c'était quasiment comme une chum de fille. Et oui, c'était mon intervenante, mais le modèle d'intervention, je te dirais, il était beaucoup amical. Puis moi, c'est ça que j'avais besoin à ce moment-là. C'est que j'avais besoin de quelqu'un qui m'écoute, qui me comprend, puis qui est capable de m'avouer que je sais par quoi tu passes parce que moi aussi, mon père, il est comme ça. Je sais par quoi tu passes parce que moi aussi. Puis c'est pas, tu as une limite en tant qu'intervenant à ce que tu vas pouvoir partager de ta vie avec un client, un usager, un jeune, peu importe avec qui tu travailles. Puis moi, tu vois, il y a certains jeunes que quand que je vois qu'ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose, que ben je vais faire comme elle, puis je vais plugger. Tu sais, je vais leur partager une partie de ma vie, puis ça va tellement créer un lien solide parce que en tant que jeune, tu fais t'es qui toi? Pourquoi tu me dis ça? Tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans ma tête. Finalement, tu te rends compte que ben, la personne qui a 4 ans de plus que toi, 4-5 ans de plus que toi seulement, qui sort de l'école également, a vécu beaucoup de choses qui ressemblent à toi, puis qui est capable de te comprendre, ça, c'est vraiment 1% seulement de pourquoi que j'ai autant accroché avec cette intervenante-là. Mais c'était dans sa personne, dans son intervention, mais vraiment comment qu'elle a pris soin de moi, puis qu'elle m'a écouté à un moment où personne ne m'avait jamais écouté, puis elle m'a cru. Oui, c'est ça. Elle Ça t'a vraiment... considéré, contrairement à ta famille qui faisait rien que te dire que
ce que tu vivais, c'était pas important. Exact. Puis même par la suite, tu sais, quand je suis tombée à mes 18 ans, elle a continué de garder contact avec moi pour si jamais il y avait quelque chose, quoi que ce soit. Puis elle a toujours cru en moi à des moments où que moi-même, tu sais, je pensais pas arriver un jour où c'est que je suis aujourd'hui. Là. Je pensais même pas être en vie aujourd'hui si je retourne à ces moments-là. Puis pas elle. J'avais 16 ans, puis elle était comme, tu vas être une des meilleures intervenantes, Katia, je vais connaître dans ma vie. Puis c'est un peu elle qui m'a donné sa passion de l'intervention. Puis c'est mon modèle. Là. J'allais à l'école, puis on faisait nos simulations, puis si c'est ça. Puis les profs, ils me disaient, c'est pas ce que tu es supposé de faire pour avoir tes points à ton examen, mais fais ça sur le plancher, puis ça va être parfait. Je suis comme, c'est ça, parce que moi, je fais comme elle. Et justement, tu parlais de tes 18 ans, comment ça s'est passé, ta transition à la vie adulte? Passer dans un mur à 300 km/h à contresens sur l'autoroute en plein milieu de nuit. Environ. Oui, genre. T'arrives à 18 ans, t'as tout ce que tu avais comme support n'existe plus. Ça part. Ça se fait. T'as une rencontre. Ben, en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Mais la semaine avant tes 18 ans environ, t'as une rencontre avec ton intervenant, que ce soit ton PQJ ou ton éduc de suivi, tout dépendamment. Tu as accès à quoi. Et puis là, on ferme ton dossier. J'étais assis à la table, la petite table ronde du centre jeunesse, dans une salle pas éclairée. Puis la nouvelle intervenante que je connais pas, parce que ça fait juste 2 semaines qu'elle est dans ma vie, parce que j'ai encore changé à la fin, sort mon dossier puis fait bon, ça c'est ton dossier. Tu vas avoir 18 ans dans 2 semaines. Il va falloir le fermer. Est-ce que tu veux une copie de ton dossier? Tu as le droit d'avoir une copie de ton dossier. Tu veux que je te le photocopie puis je te l'envoie? Parce qu'après ça, ça n'existe plus. Puis j'étais comme, ben, ouais. Puis c'est vraiment le même que ça a comme fini, ça a fait. Tu veux-tu une photocopie de ton dossier? Ah ouais. Bon, ben, bonne continuité. Je suis sûre que tu vas réussir dans la vie. Il n'y en a pas beaucoup qui se rendent au cégep. Puis finalement, j'ai eu mon 18 ans. J'ai eu mon dossier 3 semaines plus tard. Puis t'as plus rien. J'ai perdu ma psy. J'ai perdu mes éducs. J'ai perdu. J'avais beaucoup d'accompagnement pour mes rendez-vous et tout. J'ai perdu ça. Tu sais, tu perds tout ce qui est ton aide médicale. Parce que là, tu tombes adulte, tu tombes dans une autre branche. Puis passé 18 ans, c'est fini. Mais là, je crois qu'ils commencent à mettre des affaires un petit peu. Pour amortir la chute, mais tu tombes pareil, là. C'est ça. Saupoudrer par-ci, par-là. Tu sais, on va mettre un petit peu de positif sur ça. Un petit grain de sel. Mais ça a vraiment été fessé dans le mur. J'ai eu la chance, par exemple, d'avoir la Fondation des centres jeunesse de Laurentides. Il me remboursait, là, je me rappelle plus exactement c'est quoi le montant, mais il me remboursait un certain montant par année. Tu avais un ange gardien. C'est le même qui appelle ça. C'est quelqu'un qui accepte un inconnu. Tu sais, je l'ai rencontré vraiment juste à la fin de mes études. On s'était dit qu'on pouvait se rencontrer parce que c'est anonyme. Puis ce monsieur-là, ben, il a décidé que moi, petite Katia, ben, il allait me payer mes études. Puis qu'il allait me payer un certain montant de mon gaz pour me rendre au cégep. Vraiment, tout ce qui avait rapport avec ça, il payait un certain montant de mon loyer également. Très, très belle fondation. Honnêtement, je vais sûrement devenir ange gardien éventuellement parce que pour l'avoir vécu, ça fait tellement beaucoup. Mais outre ça, t'as plus rien. Hey, c'est débrouille-toi, là. Là, il faut que tu payes ton appart. Faut que tu travailles. T'as plus d'argent qui rentre. Fait que tu veux pas habiter dans la rue, ben, faut que tu travailles. Là, si tu veux faire des études, ben, faut que tu ailles au cégep, DEP ou peu importe, tu sais. Faut que tu ailles faire tes études temps plein. Ben, moi, pendant 4 ans de ma vie, j'ai fait du 90-95 heures semaine entre aller au cégep temps plein puis runner 2-3 jobs pour réussir à payer mon loyer puis à pouvoir vivre convenablement. Pendant 4 ans de ma vie, je dormais 2 à 3 heures par nuit.
parce que je finissais de travailler à comme 11h30, minuit. Après ça, je revenais, il fallait que je fasse mes devoirs, il fallait que je fasse mes études, il fallait que je prenne ma douche, je me prépare. Puis à 5h le lendemain matin, le cadran, il sonnait, puis j'étais repartie pour aller au cégep à 8h le matin. Puis la journée elle repartait, puis c'était ça, 7 jours semaine. Hein. Puis Je me suis t'avais quand brûlée. même du soutien financier de la fondation Fait que c'était pas suffisant malgré tout quand on n'a aucun soutien de nos parents, qu'on est vraiment dans la transition à vie adulte, aux études et tout. C'est pas évident, là. Moi aussi, j'ai passé par là, puis je te comprends, là. Mais ta grand-mère, dans le fond, quand que ton placement il a été échu, elle a juste dompé à la porte, puis elle a fait débrouille-toi. Ma grand-mère est très, très, très gratteuse. Puis elle a son gars, il a 40 ans, il paye toujours pas son cellulaire, c'est maman qui paye. Fait que elle m'a pas bien aidé financièrement. Mais en même temps, j'y ai jamais plus demandé qu'il faut. Je pense que j'avais besoin de mon indépendance à moi à ce moment-là, de pouvoir vivre ma vie qui était arrochée. Mais j'avais besoin de me sentir chez moi parce que c'était chez mes grands-parents, c'était chez mon père. Depuis tellement d'années que je ne m'étais pas sentie chez moi, que j'avais juste besoin de prouver que j'étais capable de le faire par moi-même. Que tout ce qu'on m'avait toujours dit, ben, c'était de la grosse bullshit. Puis dans le fond, j'allais réussir par moi-même. Puis je pense que dans ma vie au total, j'ai 1500$ environ là, que j'ai emprunté à mes grands-parents que je devrais redonner tout de suite après. Puis c'était parce que j'étais dans le trouble, là, solide à part ça. Mais j'ai jamais vraiment demandé de l'aide une fois adulte. Ou essayer de me trouver des petits des affaires comme ça, mais financièrement, il fallait que je le fasse par moi-même. Puis tu as mentionné tantôt aussi avoir arrêté de consommer. Puis qu'est-ce qui a motivé cet arrêt-là de consommation? Quand je suis rentrée au cégep, on nous dit souvent, quand tu rentres au cégep, en intervention, puis j'imagine que c'est la même chose en TES, que c'est un gros cheminement personnel, cette formation-là. Puis mon intervenante que je parlais plus tôt m'avait dit, Katia, tu vas voir, c'est 3 années de la plus grosse introspection de ta vie. Puis, ouais, blablabla. C'est ce que tu dis, puis finalement, tu te ramasses dans la technique, puis tu fais, holy fucking shit. C'est vrai. Puis là, je voyais les répercussions que moi, j'avais dans ma vie. Je voyais les répercussions que ça avait eu dans ma famille. Tu sais, là, j'étais rendue adulte, puis là, je voyais la vie différemment. Puis là, en plus, j'avais mon petit chapeau d'intervenante que j'apprenais à mettre à ce moment-là. Puis je venais voir la différence tout, puis j'étais comme... Je voyais comment que mon beau-père était rendu aujourd'hui, maintenant qu'il avait lâché la consommation de drogue, puis à quel point c'était plus la même personne, là. Littéralement, j'étais comme, moi, je veux pas me rendre à devoir faire ça. Puis, entre-temps, j'avais rencontré quelqu'un qui avait arrêté de consommer, mais qui était en train de l'arrêter de consommer également, qui était mon meilleur ami, dans le fond. C'est devenu mon meilleur ami. Puis, j'ai fait, OK, c'est fini. Je consomme plus. Tu sais, je vais prendre un verre une fois de temps en temps, des choses comme ça, avec des amis. T'as dit, je vais aller souper, je vais aller prendre un verre. Mais il n'y a plus de consommation de drogue. Il n'y a plus rien de tout ça. Puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai réussi à me distancer du pattern familial, que je sois la seule qui n'ait pas fini comme le restant de ma famille. Je pense que si j'avais resté dans ce milieu-là de drogue, de consommation, puis tout, clairement que je serais encore à Montréal. Ça Ouais, à faire le party. ça aurait mal viré, comme ben du monde qui continue de consommer. Puis comment tu as trouvé ça, arrêter de consommer, tu sais, la journée où ce que, ben, à partir de la journée où ce que tu as décidé d'arrêter? Ça a-tu été facile? D'arrêter totalement, là, Mhm. ça n'a pas été facile parce que, veux pas, quand tu consommes, tu te tiens avec du monde qui consomme. C'est ton entourage. C'est bien rare que toi, tu vas consommer puis qu'il n'y a personne à côté de toi qui consomme. Puis à ce moment-là, j'avais pas nécessairement
envie de sortir ces personnes-là de ma vie parce que moi, j'en avais plus de famille. C'était rendu ma famille. Puis c'était dur parce que c'était beaucoup de piler sa tête puis devoir expliquer aux gens non, j'en veux pas. Puis le monde, ben là, vas-y. Puis comme non, j'arrête. Puis on dirait que le monde accepte pas que tu veux arrêter de consommer totalement dans des moments comme ça. C'était beaucoup de résister à la pression ou de qu'est-ce qui était le plus dur, c'est de me trouver des moyens alternatifs pour calmer ces énergies-là. J'ai appris finalement des années plus tard que ben, j'avais un trouble de la personnalité limite puis un PTSD. Puis dans le fond, moi, je m'auto-médicamentais. Ça a été d'apprendre à me trouver d'autres moyens de me gérer. Tu sais, quand tu ne sais pas c'est quoi que tu as, c'est difficile de gérer quelque chose que tu sais pas que tu as. Puis c'est vraiment mes cours de santé mentale et de toxicomanie que je suis allée dans des groupes d'alcooliques puis de narcotiques anonymes pour mon cours que la cloche a commencé à sonner dans ma tête. Puis je me suis trouvé d'autres moyens. Mais tu sais, mes diagnostics, j'avais eu des diagnostics quand j'étais plus jeune. Justement, quand la DPJ était rentrée, j'avais eu trouble d'adaptation, possibilité d'Asperger. J'ai pas eu le temps de finir les tests pour confirmer. Puis j'avais trouble d'attachement, comme ben des jeunes de la TPL DPJ. est arrivé quand? TPL, il était sûrement là, mais il n'a pas été diagnostiqué avant dernièrement. Il a fallu que je tombe en arrêt de travail pour que, finalement, avec une conversation que j'ai eue avec mon médecin de famille, qui à un moment donné, je l'ai regardé, elle me posait plein des questions, puis j'étais comme, est-ce que tu penses que je suis TPL, comme ma mère, là? Puis elle m'a dit, toi aussi, tu y penses, puis j'ai fait, ouais, j'y pense vraiment. Puis finalement, mes assurances personnelles ont décidé d'aller me faire passer des expertises psychiatriques qui me payaient. Ça avait rapport avec mon arrêt de travail et tout, vu que ça faisait un certain moment. Puis c'est grâce à ça que le diagnostic est officiellement arrivé. Puis c'est fou comment que ça a été comme une libération. On dirait que, tu sais, tout ce qu'on m'avait dit avant, ben, dans le fond, c'était sûrement juste le trouble de la personnalité limite puis le choc post-traumatique. Mais quand tu ne sais pas que tu as ça, comment que tu veux travailler là-dessus? Puis il n'y a pas de médication pour t'empêcher d'avoir un PTSD, puis il n'y a pas de médication pour t'empêcher d'être TPL. C'est pas, ça se calme pas comme ça. C'est relié à un traumatisme. Puis traite un traumatisme sans savoir que tu as un traumatisme, toi. Ça se fait pas. Fait que ça s'est vraiment fait dans la dernière année, je dirais. Là. C'est quoi les éléments qui ont fait en sorte que tu as eu ce diagnostic-là de TPL? Parce que c'est difficile à départager les deux, stress post-traumatique, TPL, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui vont avoir aussi de la misère à le départager. Tu avais peur d'être abandonné. Je sais que ça tourne souvent autour de ça, les émotions envahissantes, la peur d'être abandonné, la toxicomanie, parce que moi, personnellement, j'ai été à un moment donné diagnostiqué TPL. Mais à un moment donné, j'ai mis ce diagnostic-là en doute parce que j'ai jamais eu peur vraiment d'être abandonnée. Tu sais, j'étais pas clignée, j'étais pas gossante avec les autres. C'est juste que j'haïssais le monde en général. Tu sais, je sais pas. Ouais. Puis je sais que j'ai un stress post-traumatique aussi, où est-ce que dans certaines situations, ben là, mon système nerveux va être vraiment hyper actif. Puis des fois, tu sais, même je peux être tellement stressée que ça m'est déjà arrivé de me taper une psychose, là, où est-ce que tu Mm-hmm. arrêtes de dormir puis tout. Fait que c'est ça, j'étais comme curieuse de savoir. Oui, parce que les réactions physiologiques sont quasiment pareilles, parce qu'il n'y a pas un type de TPL, tu sais, ça se vit, c'est pas tout le monde qui va le vivre de la même façon. Puis il y en a beaucoup que les symptômes, comme tu dis, viennent beaucoup rejoindre le choc post-traumatique. Puis dans le fond, moi, ce qui caractérisait vraiment beaucoup, c'était le trouble de l'attachement. C'était flagrant. Tu sais, une personne TPL va avoir une personne dans sa vie que cette personne-là est plus importante que ta vie à toi. Puis n'importe quelle personne avec qui tu vas plus parler, ça devient un abandon
de plus. Tu le vis vraiment comme un abandon. Puis moi, c'était vraiment ça. J'étais incapable de, de perdre quelqu'un. Puis quand que je tenais vraiment à quelqu'un, tu sais, en couple surtout, j'ai été 6 ans en relation avec mon ancien copain. Puis finalement, aujourd'hui que je recommence à vivre une vie normale, je le vois que c'était toxique quasiment, là, mon niveau de besoin d'attachement envers cette personne-là, parce que c'était si tu pars, c'est fini. Là. Moi, j'existe plus. Ma personnalité est rendue dépendante de toi, comment que t'es. Puis ça a vraiment été quelque chose que j'ai travaillé avec le temps, que je le suis plus autant. Mais ça a vraiment été quelque chose qui caractérisait. Je sais que je suis pas la seule à être comme ça. L'avantage, c'est que justement, quand tu le sais, ça se travaille. Tu apprends à ne plus être dépendante affective, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que moi, pour moi, c'est venu quand même se placer, mais j'avais ça. Puis j'avais aussi tout était noir ou blanc. C'est vraiment la meilleure façon que je peux expliquer. Il n'y avait pas de zone grise dans ma vie. Tout était dans les extrêmes, constamment. Il n'y avait pas de peut-être, il n'y avait pas de nuance. C'était oui ou c'était non, constamment. Même dans les activités, c'était la même chose. C'était abus de substances ou dépression toute seule dans mon lit à écouter des séries. Mais je te dirais que c'est vraiment ces deux-là qui sont venus vraiment plus mettre l'accent sur le TPL, parce que les autres, c'est un peu comme toi, on ne sait pas si c'est caractérisé par le choc post-traumatique ou par le trouble de la personnalité limite. Exemple, dormir 3 heures pendant 2 semaines. C'est un total de dormir 3 heures échelonné sur 2 semaines, c'est pas normal. Mais autant que ça peut être le trouble de la personnalité limite, mais autant que ça peut être relié au choc post-traumatique, où il y avait certaines choses qui étaient plus caractérisées par le choc post-traumatique, mais la limite est short entre les deux. C'est bien rare. T'sais, ça m'arrive souvent de rencontrer du monde qui ont un choc post-traumatique, puis éventuellement, ils me disent « Ouais, ben, je suis TPL. » Puis je suis comme « Ah, ben, le lien, il se fait entre les deux. » Mais moi, c'était tellement intense, le trouble de l'attachement, puis tout est noir, tout est blanc, que c'était sûr. Puis quand on m'a mis sur des stabilisateurs d'humeur, ben ça a été flagrant Ça également. a fait une différence. Ouais, mais ça a pris du temps avant de trouver justement une molécule qui pourrait peut-être commencer à faire un peu effet. Finalement, après 1 an, on a trouvé une molécule qui fait effet, mais tu sais, je suis à la dose maximum. Là. Je prends des quantités de cheval de médicaments, mais c'est triste parce que j'ai besoin de ça pour contrôler, mais en même temps, ça fait tellement du bien. Mais ça n'enlève pas le trouble de la personnalité limite. Ça peut pas. Ça m'aide juste à pas tout prendre comme une attaque, comme si c'était de ma faute, tout prendre sur mes épaules, dans le fond. Ben, c'est parce que c'est sûr que c'est des sujets quand même qui sont sensibles parce que c'est des sujets aussi qui sont tabous. Mais bref, moi, de mon côté, je me pose beaucoup de questions sur les diagnostics différenciés du TPL, surtout quand on le pose en bas âge, là, parce qu'on n'est pas censé poser ça avant 18 ans. Là, je ne dis pas que c'est ton cas ici, mais dans la vraie vie, malheureusement, c'est très répandu. Puis, tu sais, c'est ça, il y a tellement des liens à faire avec le trauma, mais malheureusement, les traumas complexes, c'est une nouvelle branche de recherche qui commence à émaner au Québec grâce aux travaux de l'excellente chercheuse Delphine Collin-Vizina avec qui je travaille et d'autres spécialistes. Puis, en fait, c'est pas encore reconnu comme diagnostic officiel, mais il y a beaucoup de symptômes, puis ça vient justement toucher beaucoup de champs de tout ce que tu as nommé, tu sais, au niveau de la gestion des émotions, au niveau des comportements, au niveau de la relation avec les autres, au niveau de l'attachement. Tu sais, les traumas complexes englobent beaucoup de composantes. Fait que moi,
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à ça pour mieux comprendre justement qu'est-ce qu'on vit, tu sais, au-delà d'une étiquette. Je pense que, tu sais, pour toi, tant mieux si ça t'a aidé. Pour d'autres personnes, ça va être stigmatisant, puis ça peut faire l'effet inverse aussi. Fait que, tu sais, c'est pour ça, je pense que c'est important qu'on comprenne mieux les besoins en général, puis comment on peut mieux soutenir ça. Puis c'est sûr que moi, je reste quand même un peu sceptique sur les diagnostics de TPL, puis je reste tout le temps sensible. À chaque fois, je me mords un peu les doigts parce que je suis pas là non plus pour donner des conseils. Fait que peu importe les gens qui m'écoutent ici, je ne suis pas une psychiatre habilitée à donner des diagnostics. Mais tu sais, c'est ça, je trouve qu'on a besoin d'avoir plus de connaissances sur les conséquences, d'avoir vécu des violences familiales, d'avoir vécu des traumas dans l'enfance, comment que ça peut impacter notre vie. Puis au niveau de l'attachement, fait que tu sais, je trouve que de mieux se comprendre, de mieux comprendre nos réactions, ça nous aide aussi à faire un bout de chemin. Je pense qu'il n'y a pas de médicaments magiques non plus qui existent, qui vont t'aider, tu sais, fait que c'est comme une multitude de solutions mises ensemble avec le temps, la maturité, les expériences de vie, puis tout, qui fait que là, maintenant, tu te comprends mieux, puis tu réagis mieux. Puis là, ben, tu sais, si t'as une molécule aussi qui t'aide, ben, tant mieux, dans le fond, là. C'est ça que j'imagine que tu disais que ça t'a soulagé beaucoup d'avoir des réponses à pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu te sens comme ça, que c'est parfaitement légitime, tu sais, d'avoir des émotions. Exact. Puis ça m'a beaucoup aidé aussi dans mes relations avec le monde qui m'entourait. Mais tu sais, je fais une petite parenthèse à ce que tu disais. Justement, il y a de plus en plus de personnes qui sont diagnostiquées, je me sens entre guillemets, TPL avant leurs 18 ans. Puis c'est quelque chose qu'on ne devrait pas parce que ça se confond tellement avec juste la crise de l'adolescence. En général, c'est pas assez échelonné dans le temps. En travaillant avec des ados, je me suis rendu compte que c'est rendu un peu une trend d'être TPL. Puis comme, non, tu peux pas t'auto-proclamer Ça peut pas être à la TPL. mode Puis d'avoir une maladie, là. Mais je sais qu'il y a des trends sur TikTok, là, il y a des genres de petits tests diagnostiques, là, où ce que tu peux t'auto-diagnostiquer des maladies sur TikTok. Il paraît que c'est vraiment à la mode, puis c'est clair que c'est clairement problématique parce que après ça, si tu t'identifies à une maladie, c'est toute ton identité qui se construit alentour de ça. Fait qu'il y a bonne chance qu'il ben faut oui, parler de ça plus tard, là. tu t'auto-colles l'étiquette que quand que tu as le vrai diagnostic, dans le fond, que tu n'as pas envie d'avoir cette étiquette-là. Mais il y a la trend de tout le monde qui vont faire des petits tests justement comme ça, puis ils vont s'auto-proclamer, puis ils trouvent ça cool d'avoir cette étiquette-là, tandis que tu as les autres qui ont un vrai diagnostic, puis qui essaient de vivre avec ça, puis qui seront moins pris au sérieux justement parce qu'il y en a juste trop de personnes qui s'autoproclament TPL, puis que nous, dans le fond, tu sais, je dis que ça m'a aidé à avoir l'étiquette, mais j'ai jamais utilisé mes diagnostics pour expliquer comment que je réagissais. Ça m'a juste aidé à travailler sur moi-même. Parce que j'avais plus de pistes d'intervention envers moi-même pour savoir comment que je pouvais m'améliorer pour devenir une meilleure personne. Mais il y en a tellement qui se cachent derrière les étiquettes. Moi, j'ai jamais voulu être étiquetée. Mais à un moment donné, j'avais plus le choix. Là. J'avais besoin d'un aide quelconque puis de savoir qu'est-ce qui se passait. Mais combien de personnes comme moi veulent pas avoir cette étiquette-là, ils veulent juste mieux aller, mais combien d'autres personnes qui vont faire exprès de vouloir avoir d'étiquette et qui vont cacher toute leur action derrière le trouble. Moi, je pense que le TDAH, c'est un des meilleurs exemples là, dans ce que tu nommes. Là. Oui, Tu sais, souvent, les gens vont avoir de la difficulté à se concentrer ou à rester assis. Puis ils ont Ah, mais c'est parce que je suis TDAH, là! C'est ça, la maladie devient une excuse pour des problèmes de comportement. J'ai le droit c'est d'avoir des ça. problèmes de comportement, je suis malade. C'est Et quasiment d'avoir ça. une difficulté, ça te définit pas en tant que personne non plus, là. Je veux dire, tu peux évoluer, tu peux t'adapter, puis juste le fait qu'on appelle ça un trouble, c'est déjà troublant. Tu sais, je veux dire, c'est quoi un trouble? Tu sais, c'est une difficulté qu'on peut avoir, mais effectivement, je pense qu'on pourrait partir sur un débat. Ouais. Puis je Et voulais toi, s'il y a savoir. des valeurs qui
t'ont guidé dans ton parcours, ça serait quoi? Les valeurs qui m'ont guidée. L'honnêteté. L'honnêteté, je pense que ça serait la principale. Je suis quelqu'un qui ment pas dans la vie. Vraiment pas. Puis le monde autour de moi savent que si tu mens, moi, je vais te supprimer de ma vie. Parce que j'ai tellement grandi dans ce milieu-là que l'hypocrisie, le mensonge, puis tout, ça marche pas. J'ai appris à... Tu sais, la fameuse phrase, tout se dit, mais ça dépend comment tu le dis. C'est vraiment quelque chose de super important pour moi, puis même avec mes interventions, avec mes jeunes. Si tu viens me dire quelque chose, je te taperai jamais sur la tête parce que tu es venu me le dire. Puis autant que je trouve que c'est une très belle valeur au niveau de l'intervention, autant que ça va être dans ta vie personnelle. Fait que je dirais vraiment l'honnêteté, l'ouverture d'esprit aussi. Je sais que c'est moins spécifique comme valeur, mais tu sais jamais sur qui dans la vie tu vas tomber. Tu sais jamais qu'est-ce que la personne cache derrière elle. Puis c'est pas parce que quelqu'un a des problèmes dans la vie qu'il est nécessairement une bonne personne. Puis pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est super important. Puis, je sais pas si ça t'a fait ça à toi, mais moi, personnellement, mon père m'a servi beaucoup comme contre-exemple, dans le sens que Mhm. je le voyais aller avec son manque d'ouverture d'esprit, puis ses mensonges à répétition. Puis je me suis dit, moi, je veux pas être comme lui. Ça t'a-tu fait ça, Ex- toi aussi? Exactement, oui. C'est quelque chose que je dis souvent. Moi, c'est ma mère. Je dis constamment, je veux pas finir comme ma mère. Puis c'est comme une motivation de je vais tout faire pour pas me retrouver dans ces mêmes patterns-là. Puis, si tu pouvais réaliser 3 souhaits par rapport au système de la DPJ, qu'est-ce que tu ferais? Le premier, ce serait qu'on tape moins sur les intervenants puis qu'on commence à taper plus ces gestionnaires. Bonne idée. Euh, mais ça, c'est mon côté intervenante qui. C'est l'intervenante en moi, mais la jeune en moi dirait Mais en qu'on même temps, tu prenne sais, plus. la jeune, quand on est jeune, on n'a pas conscience de ces dynamiques-là. Mais tu sais, quand on vieillit, on comprend là, pourquoi est-ce qu'on a demandé des services et qu'on n'en a pas eu. C'est ça. Puis mon deuxième, ça serait justement ça. Ça serait que les intervenants prennent. Je sais qu'on manque de temps, qu'on court tout le temps partout, en permanence, qu'on n'a pas assez d'heures dans une journée pour couvrir ce qu'on a à faire, mais on devrait jamais banaliser quoi que ce soit qu'un jeune dit. Que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière ça. J'aimerais ça que ça soit plus une norme, qu'on porte plus attention à ce que les jeunes disent, parce que c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils savent pas c'est quoi la vérité. Puis qu'il y ait plus de support passer la majorité. Parce que t'es pas adulte pour vrai à 18 ans. T'apprends encore, puis surtout quand que tu viens d'un milieu institutionnel, je pense à ceux qui sont en centre jeunesse depuis tellement longtemps. C'est un milieu de vie totalement différent du restant de la société. Puis même si t'as un PQJ pour t'aider à arriver dans la vie d'adulte, puis tout, t'arrives dans la vie d'adulte, puis c'est pas vrai, là, tu perds toutes tes ressources, tu perds tout. Fait que moi, personnellement, je voudrais vraiment qu'il y ait une suite, passer la majorité pour aider nos jeunes, pour qu'ils voient qu'ils sont pas toutes seuls. Tu parles du PQJ parce que tu es intervenante puis tu as connu ça dans le cadre de tes stages ou parce que tu en as bénéficié, toi, de Non, façon? j'ai pas eu la chance d'avoir un PQJ parce que j'étais trop autonome pour avoir un PQJ. Fait que mon intervenante a fait un peu le rôle d'un PQJ quand je disais qu'elle était allée plus loin que ce qu'elle devait. Elle l'a fait un peu avec moi, mais j'étais trop mature et quoi que ce soit avancé pour dire que j'avais la chance d'avoir un PQJ.
Tu rentrais pas dans les cases. C'est ça. Exact. Tu rentres pas dans les cases. Le petit ordinateur avec les questions qui datent des années 80 puis qui n'a pas évolué, Non, il là. acceptait pas. On va faire attention à ce qu'on dit à PQJ, là, mais PQJ, Non, mais ça date pas des années 80, on rigole un peu, là, mais c'est non, ça. non, je pousse, là, j'exagère. Là. Non, mais ça. maintenant, ils ont élargi le programme, hein. Donc, je tiens quand même à le préciser. C'est quand même une avancée. Ils ont élargi le programme. Ils essayent de développer plus de partenariats pour répondre à plus de besoins. Maintenant, c'est le programme régulier, là, c'est pour les 15-17 ans. On a le programme après ça qui est comme un PQJ plus tardif un peu, qui est comme 17, 19 ans, si ma mémoire est bonne, là, ou 21, faudrait que je vérifie. Puis ils ont fait un nouveau truc aussi pour ceux qui n'ont pas du tout eu le PQJ, n'importe quel jeune placé peut appeler le téléphone, demander du soutien d'un PQJ jusqu'à comme 21, 25 ans. Donc, faut contacter les intervenants, là, les CLLC, CIUS de votre région pour avoir accès à ça. Donc, c'est quelque chose là, qui est là. C'est des nouvelles balises du PQJ. Puis là, tantôt, je disais, là, j'ai ouvert mon document là, pendant que je discutais. Là, c'est le pont 18-25 ans là, qui mettent sur pied, qui est vraiment là, pour offrir un soutien ponctuel adapté aux besoins des jeunes PQJ ou non PQJ pour faire plus du référencement personnalisé, soutien, accompagnement ponctuel dans des moments plus difficiles qu'il faut vraiment contacter les intervenants de la région, d'anciens travailleurs sociaux qui vous ont suivi pour avoir accès à ça. Mais c'est un service qui est disponible actuellement et que vous avez le droit de demander. Et si vous ne l'avez pas, ben, on serait intéressé de le savoir parce qu'éventuellement, on pourrait poser des questions aux premiers concernés dans une vue d'amélioration de service. Et finalement, si tu avais un message à transmettre à un jeune qui est en train de soit sortir de placement ou qui vit un placement en ce moment, tu lui dirais quoi? Il y a tellement de choses que j'aimerais y dire, mais je pense que je dirais qu'il n'est pas tout seul. Que même si quand tout fait en entour de toi puis que tu es perdu, tu as l'impression que tu es seul au monde. Puis que dans ces moments-là, le changement, ça fait tellement peur. T'es pas toute seule. Puis que ce que tu penses puis ce que tu dis, ben, t'es worth it. Puis t'as le droit de penser tes émotions. Puis que c'est légitime puis qu'il y a personne dans la vie qui va pouvoir t'enlever ça. Parce qu'il faut que tu prennes soin de toi avant quoi que ce soit d'autre. Même si ça fait peur, même si tu as l'impression que tu t'en sortiras jamais, il faut que tu prennes soin de toi parce qu'au final, tu es la seule place que tu vas vivre toute ta vie. Puis quand tu as été placé, souvent, tu as vécu à bien des places. Puis tu apprends à devenir ton propre chez soi. Ben, c'était super de te recevoir aujourd'hui. Mais merci beaucoup à vous. C'était vraiment inspirant ton témoignage, puis je pense que ça va aider beaucoup de jeunes. J'espère. C'est donner au suivant. On est beaucoup plus qu'on pense à vouloir donner au suivant. Puis moi, je rêve qu'un jour, on puisse tous s'allier justement pour faire changer les choses parce qu'effectivement, on est plusieurs qui ont tourné vers l'intervention, mais peu de gens le disent et l'affirment parce que comme tu en as parlé un peu, il y a des limites parfois légitimes, parfois non, que les gens se mettent puis n'en parlent pas, mais des fois, c'est lié à des injustices qu'on n'a pas nécessairement conscience aussi d'une culture dans laquelle on baigne. Fait que moi, j'arrête pas de dire. N'hésitez pas à le dire quand vous êtes des intervenants. Vous avez un backup, puis un background plutôt, puis que ça peut changer toute une dynamique dans une relation, puis d'établir un lien de confiance.
Bref, moi, c'est parce que ça m'emballe. C'est mon sujet de recherche de maîtrise. Mais je vais arrêter de m'emballer. Puis je vais te souhaiter vraiment une bonne continuité dans ton nouveau projet parce que nous, on est bien intéressés là, à en savoir plus. Puis j'espère que ça va avoir inspiré des gens aussi, là, justement, à se tourner dans des métiers qu'on peut dire là, un peu moins traditionnels, qui sortent des standards puis de ce qu'on est plus habitué. Puis en même temps, un métier qui est non traditionnellement féminin aussi. Donc, chapeau les filles, qui est un concours, je sais même pas si ça existe encore. Moi, j'avais fait ce concours-là pour une couple d'années, ça me rajeunit pas, mais chapeau les filles, qui est un concours des métiers non traditionnels, qui donne aussi des bourses d'études et autres. Fait que, bref, bonne continuité dans tout ce que tu entreprends. Très inspirant. Merci beaucoup. Bien, merci à toi d'avoir participé. Salut là. Au Bye. revoir.